Quand je tape ton nom dans Google, les 3 premiers mots qui sont tombés, c'est koh compagnon Ah, bah oui. et en Le couple. reste, Qu'est-ce que ces t'as vu? mots-clés t'inspirent? J'ai remarqué ça, j'ai Bah oui. remarqué. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ma vie sentimentale intrigue. Time! Onward for the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Eh, salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club spécial couteau suisse, ou plutôt couteau des Deux-Sèvres, tant elle touche à tout. On la découvre boxeuse, aventurière, combattante de MMA, commentatrice ou journaliste. Ce sont pas les questions qui manquent. Et ça tombe bien, elle est mon invitée. Elle aura aujourd'hui la lourde tâche d'illuminer le podcast MMA Club. Et c'est une tâche facile pour celle dont le prénom signifie lumière. Lucie Berthaud, sois la bienvenue dans MMA Club. Eh bah dis donc, ça c'est une intro. Merci beaucoup Nico. C'est cool, ça fait plaisir. Alors tu vois, je me remets souvent en cause. Des fois, on se dit, est-ce que c'est les bonnes questions? Est-ce que je connais vraiment ce sujet et tout? Mais les intros, j'essaye à chaque fois d'essayer de faire un truc cool. Donc ça fait plaisir si t'as kiffé. Franchement, C'est cool. ouais, c'est soigné, hein. Franchement, bravo. Voilà, ça fait plaisir, merci, merci. Alors juste avant de commencer, je rappelle aux auditeurs, avec Others, vous le savez, la boisson post-workout, protéinée, vegan, avec le code MMA Club 15, vous avez 15%. Et comme d'habitude, abonnez-vous. Voilà, les 1000 abonnés pour cet été, ça serait parfait. Voilà. Maintenant, je suis 100% focus sur toi. C'est parti. Alors, tu vois... Others, qui est un très bon produit, je tiens à le dire. Parce Bah, que j'ai été en partenariat avec eux pendant un temps. Franchement, c'est du très très bon produit. ah bah c'est cool, tu vois. Ouais. Je Ouais, non, je t'avais rien demandé et tu valides, c'est je parfait. valide. Non, je Ouais. valide très fort. Moi, je valide fort aussi, donc c'est cool. Tu vois, quand j'ai commencé un petit peu à me demander quel genre de questions, comment j'allais organiser cette interview, en fait, il y a un truc qui m'a directement touché et qui m'a fait remettre en cause l'ordre de mes questions. Et quand on commence un podcast, justement, c'est cool parce que c'est le moment qui est le plus écouté, tu vois. Donc, je souhaite que tous ceux qui nous écoutent puissent bénéficier de cette petite expérience humaine sur le sujet qui m'a interpellé. Octobre 2022, tu faisais la promotion d'une organisation française au Sénégal, la Pouponnière de Mbour, donc qui accueille des enfants en danger, dans le besoin. Ils les accueillent, ils les nourrissent. Tu peux me parler un peu de cette expérience? Complètement. En fait, il y a quelques années, j'ai suivi dans le cadre d'une émission Souleymane Sissoko, qui lui-même était, entre guillemets, un peu parrain de cette orphelinat. Mais quand je dis parrain, on ne l'a pas sollicité pour communiquer sur cette action. Non, c'est quelqu'un qui est venu de lui-même et qui a dit, voilà, de quoi vous avez besoin, je vous donne. Stylé. Et il m'a beaucoup ému à cette époque-là. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi moi je ne fais pas quelque chose d'important avec cette visibilité que j'ai en fait. Il m'a beaucoup inspiré et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis promise que je reviendrai un jour où j'aurai réussi dans le MMA et je viendrai redonner un peu de ma réussite entre guillemets à ces enfants qui eux sont dans le besoin. Puis le temps est passé, puis j'ai eu de nombreux aléas sur la route et finalement je n'y suis jamais retournée. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, je suis partie vivre aux États-Unis, etc. Et puis, cette année, on m'a proposé de faire un documentaire de nouveau au Sénégal. Et là, je me suis souvenue de la promesse que je leur avais faite et je me suis dit, mais mince, Lucie, t'as même pas honoré ta promesse. Donc, en fait, j'ai mis un point d'honneur à y retourner et à mettre en place cette action que j'avais dit que je mettrais en place, c'est-à-dire de donner mensuellement des ressources à cet orphelinat. Et donc voilà, donc j'ai pris sur mes tournages. Voilà, je suis partie à l'autre bout du Sénégal dans cette pouponnière parce que c'est une promesse que j'avais faite et surtout c'est une promesse que je me suis faite à moi-même et il faut toujours honorer ses paroles. Donc voilà, disons que c'est ma bonne action à moi. Entre guillemets, c'est ma manière de remercier la vie pour tout ce que j'ai, c'est de redonner à ceux qui ont besoin parce qu'il y a eu des moments où moi j'ai eu besoin, on m'a aidé. Et ben je me dis que voilà, c'est ces enfants qui n'ont rien dans la vie, qui n'ont plus de parents et ils n'ont pas la chance d'avoir tout ce que j'ai eu. Voilà, je me dis que si je peux participer ne serait-ce qu'un tout petit peu à leur épanouissement, je le fais. Voilà, c'est tout. Ok, ça commence fort, c'est pas beau, c'est tout à ton honneur, vraiment c'est incroyable, respect. À titre d'exemple, j'ai vu qu'un don de 10 euros, c'est 1 mois de lait pour un bébé ou 1 semaine de couche. Donc je vais mettre un lien dans la description, donc si vous voulez faire un petit geste, on aura participé à aider une belle cause. C'est ça. Voilà, il n'y a pas... Pour nous, c'est un resto, c'est pas grand-chose. C'est ça. Je me dis que 50 euros, c'est moins d'un coaching privé.
Bon, bah voilà, avec 50 euros, tu fais beaucoup de choses, hein. Tu nourris beaucoup d'enfants et tu achètes beaucoup de choses. Donc voilà, quand je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait, je me rappelle, 50 euros, je pouvais avoir 3 sacs de 30 kilos de riz et je ne sais combien de boîtes de lait en poudre. On en avait, je crois, au moins 7-8. En plus, le riz a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc voilà, pour 50 euros, nous, c'est un resto, c'est un petit plaisir. Là-bas, ça peut nourrir environ 15 enfants. Donc c'est important, quoi. Vraiment. Et cette expérience au Sénégal, c'était donc aussi pour un documentaire sur le MMA. C'est ça. Bon, alors Ouais, moi, il a été diffusé là. j'avoue, je l'ai pas vu, j'ai pas Canal+. Donc, est-ce que tu peux Ouais. me faire remplacer mes yeux et me faire un imaginaire de ce qui s'est passé, de raconter cette expérience aussi? Tu sais, en fait, je travaille pour des chaînes françaises, mais je travaille aussi pour des chaînes africaines. En l'occurrence, Canal+ Afrique et aussi pour Wata. Donc, ce sont des chaînes africaines qui ont pour but de promouvoir le sport africain. Il faut savoir qu'au Sénégal, la situation du MMA est la même que nous en France il y a quelques années avant la légalisation. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire pour que la discipline se développe là-bas. Donc, j'ai proposé un documentaire qui avait pour but donc, de suivre quelques précurseurs, quelques pionniers, et aussi des lutteurs sénégalais. Donc je suis partie là-bas, on a tourné ce documentaire, il a été diffusé là cette semaine. Je vais le mettre sur YouTube prochainement, mais j'attends que les multi-rediffusions soient faites. D'accord. Mais voilà, on a suivi la success story d'un lutteur sénégalais qui, je pense, va faire parler beaucoup de lui, si en tout cas il arrive à avoir un bon management de carrière. S'il arrive à gravir les étapes un peu comme l'a fait Francis Ngannou. C'est vrai que là-bas, tous, ils sont inspirés par Francis Ngannou, ils rêvent tous d'avoir la même carrière. Donc là, bref, on a eu un lutteur sénégalais qui était déjà une star dans son milieu au Sénégal, mais qui commence à faire parler de lui parce qu'il a juste éteint un des top 5 de l'EFC chez les poids lourds. Il l'a éteint en 25 secondes. Hein. C'est-à-dire que le gars, en plus d'être bon lutteur, c'est un gros cogneur. Donc voilà, donc j'étais assez contente de participer à la valorisation de ce gars-là et surtout à la valorisation du MMA au Sénégal parce qu'il y a un gros travail de fond à faire encore une fois. Donc voilà, si je peux, encore une fois, aider à la démocratisation, tout comme je le faisais déjà à l'époque avec Combat Sport, écoute, voilà, c'est ma passion, hein, c'est ce que j'aime faire. J'aime communiquer sur la réalisation des rêves, j'aime communiquer sur ce qui allume ma flamme, donc voilà, pour moi, tu sais, je suis payée pour ça, mais en vrai, c'est pas ça ma motivation. J'aime tellement ce que je fais que je compte pas les heures, en fait, tu vois. D'accord. Et justement, Voilà. quand on a accompli et qu'on continue d'accomplir comme ça, humainement, sportivement, socialement et surtout éthiquement, parce que de tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est surtout éthiquement que j'ai l'impression que tu te retrouves dans ce que tu fais. Après quoi, est-ce que tu cours dans la vie que tu n'as pas encore... Oh, ça, c'est une question compliquée. Tu sais, moi, en fait, je suis juste une personne qui aime se lancer dans des projets fous, qui a besoin d'être en accord avec ses valeurs et voilà, qui aime accomplir de grandes choses. Donc, j'aime bien avoir un projet fou par an en général. D'ailleurs, là, je me disais, tiens, je manque de projets fous en ce moment. Mais voilà, je cours après la réalisation de mes rêves, après la réalisation de moi-même, je cours après le sens de la vie, comme tout le monde. Et puis surtout, je pars du principe que j'ai la chance d'être dans ce monde. Tu sais, quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans, à 17 ans, j'ai eu un accident très grave, un accident de la route. Dans cet accident, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. J'ai aussi une amie qui est devenue handicapée. Enfin, ça a été d'une violence extrême au niveau moral. Mais c'est aussi ce qui m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais d'être dans ce monde. Et à cette époque-là, je me suis fait une promesse à moi-même, c'est de vivre l'équivalent de 2 vies, c'est-à-dire parce que je me sens reconnaissante d'être toujours de ce monde. Pour moi, la vie est un miracle et voilà, il faut l'honorer, cette chance en fait d'être dans ce monde. Et à partir du moment où on est venu dans ce monde, faut juste honorer cette chance que tu as, quoi, en étant excellent. Tu viens dans ce monde par l'excellence, tu vois. C'est-à-dire que ton petit spermatozoïde, là, il a été champion du monde à un moment donné. Il s'est battu parmi 1 milliard d'autres concurrents, il a réussi à passer la porte, il a été champion du monde. Si j'ai été champion du monde en venant au monde, je peux encore faire plein de choses dans cette vie-là, tu vois. Donc moi, je me fixe pas de limite, j'y vais, je fonce. Et tout ce qui allume ma flamme, je me pose pas de questions, j'y vais, quoi. En fait, tout simplement. J'aime bien parce que dans ton discours, il n'y a pas de notion de peur et de frein. Et ça me plaît. Et c'est quelque chose qui me... Ouais, j'imagine. Détrompe-toi, j'en ai, mais je suis courageuse. C'est ça la seule différence.
j'ai énormément de peur dans tout ce que je fais. J'ai peur d'aller combattre le 25 février prochain. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout, absolument tout. Mais j'ai énormément de courage. J'ai du cœur. J'ai investi dans les tripes. J'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Et peu importe les conséquences, je veux être capable de me regarder dans une glace et de me dire ok, Lucie, tu as été 100% intègre avec toi-même. Tout ce que tu as dit que tu allais faire, tu l'as fait. En tout cas, tu as essayé de le faire à 100%. Et tes valeurs, tu es toujours en accord avec celle-ci, quoi. Voilà, Ouais, c'est bien. Ouais, je pense que c'est une question d'intégrité avant tout, en fait. Ouais. Bah, c'est magnifique. En tout cas, Merci. c'est beau, ça me parle, c'est super. Je te parle un petit peu de MMA. Allez, Ouais. ça change. Non, parce que tu vois, en vrai, moi, bon, des fois, je parlerai même pas de MMA en fait avec les invités, tu vois. Mais j'en parle, mais la première partie, je crois que c'est la partie qui me plaît le plus, tu vois, de m'intéresser à la vie de ce qu'est la personne et tout, son éthique. Je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais la suite m'intéresse aussi. Alors, tu vois, je me demandais juste, quelle analyse tu fais un petit peu de la représentation du MMA féminin dans les orgas majeurs, mais françaises, avec deux, Écoute, 3 ans moi, de recul qu'on a. c'est exactement ça qui m'a amené à faire du MMA. En réalité, je viens d'un univers qui est la boxe anglaise et les femmes avaient beau accomplir des exploits toutes les semaines ou tous les mois, on n'était jamais valorisés. Nos payes n'étaient pas à l'égal des hommes, loin de là. On n'avait pas de médiatisation, tout le monde s'en foutait de nous, quoi. Et donc, c'était super, j'accomplissais de grandes choses dans la boxe, mais je n'avais jamais le traitement que je méritais, en fait. Et à un moment donné, j'ai découvert le MMA par le biais de mon travail donc, de journaliste. Et là, je me suis rendu compte que les femmes étaient valorisées, donc notamment à l'UFC à l'époque. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert que les femmes avaient les mêmes grilles de salaire, qu'elles étaient autant valorisées médiatiquement et qu'on leur laissait une place sur chaque fight card, ça, c'est ce qui m'a séduit. Donc moi, clairement, je te dirais jamais que les femmes subissent le machisme. Non, 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 pas du tout. Dans le MMA, franchement, il y a une super valorisation de la femme. Et au contraire, c'est même une force d'être une femme parce qu'on reste quand même rare, mine de rien. Et la rareté, ça se valorise encore plus. Et ça se monnaie encore plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce au MMA, je peux enfin avoir une carrière décente de sportif de haut niveau. Je suis enfin traité à ma juste valeur et à la hauteur de mes efforts. Donc clairement, pour moi, le MMA a fait ce que tous les autres sports de combat n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis très contente et ça va dans le bon sens, ça se développe de plus en plus. Il y a énormément de femmes qui se reconvertissent dans le MMA et sûrement pour les mêmes raisons que moi, je pense, même si elles ne se l'avouent pas, mais en réalité, le MMA nous offre des opportunités qu'on ne peut pas trouver ailleurs, dans les autres sports de combat. Et sportivement, tu te situes où dans ce panorama? Comment ça, je me situe à quel niveau? Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu as fait la transition boxe-MMA pour les raisons que tu viens d'évoquer. Dans ce panorama, est-ce que tu te situes à ta juste place? Franchement, ça va. Hein. Non, franchement, ça va. Mon rêve... Écoute, j'ai réalisé plusieurs rêves avec le MMA. Attends, hop, excuse-moi. J'ai réalisé plusieurs rêves avec le MMA. Je rêvais de faire un championnat du monde à Las Vegas. Bon, je l'ai fait en amateur. Je rêvais de combattre aux États-Unis. Je rêvais d'avoir une carrière pro aux États-Unis. Je rêvais de combattre à Bercy parce que Bercy est juste, la salle la plus prestigieuse qui accueille les plus grands combattants. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je regardais Canal+, les plus grands combattants de Muay Thai ou de boxe anglaise se produisaient à Bercy. Donc, quand j'étais jeune, c'était mon rêve absolu de combattre à Bercy. Et là, j'en ai fait 2, j'aimerais bien en faire un 3e. Tu vois, j'ai réalisé plusieurs rêves grâce au MMA. Donc oui, il y a un vrai accomplissement. En termes de salaire, je pense être exactement là où je voulais être. Voilà, on veut toujours plus, bien évidemment, mais tu es reconnaissant. J'ai clairement pas à me plaindre. Franchement, j'ai clairement pas à me plaindre. C'est sûr que, comme beaucoup, j'aurais adoré connaître l'UFC, mais voilà, chacun a un chemin différent. Et j'ai tendance à penser que les choses sont bien faites, tu vois, dans le bon timing et qu'elles sont bien faites et que je suis là où je dois être, tout simplement. Et ça se passe bien pour moi et je suis assez satisfaite pour le moment. D'accord. Cool. Tu sais, je voulais revenir sur un épisode qui était compliqué pour toi, j'imagine, après la défaite contre Benitez. Est-ce que c'est un passage de ta vie où tu as douté au point de mettre un terme à ta carrière? Ah, il a été horrible. Alors ça a été un passage horrible. Ça, c'est le genre de défaite qui te dégoûte pendant des années, quoi. J'avoue. C'est-à-dire que la musique d'intro sur laquelle je suis arrivée, je ne peux plus l'écouter. En fait, écoute, c'est simple. Cette défaite, elle est le fruit de plusieurs choses. Déjà, je revenais de Koh-Lanta et il faut savoir que j'ai mis 1 an à me remettre de cette aventure. Franchement, physiquement, ça a été d'une violence pour mon corps.
Je te dis la vérité, il y a eu un avant, il y a eu un après Koh-Lanta. C'est-à-dire que j'ai jamais retrouvé à 100% ma forme physique, tu vois, depuis cette aventure. Donc déjà, j'étais pas bien remise, et physiquement et psychologiquement. Et deuxio, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans ma préparation, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher, notamment ma prépa physique, mon manque de lucidité. Je me suis pas préparée contre les coups de coude. Et elle a été amère, cette défaite, parce que je la menais, mais Bah de ouais. manière tellement large. C'était tellement large, purée. Je gagnais, quoi. À 1:30 de la fin, le coup de coude qui m'éteint. Et ça, il a été violent parce que, un, dans la manière dont ça s'est passé, et deux, physiquement. Je sais pas si t'imagines ce que j'ai pu ressentir après mon combat. J'étais défigurée. En plus de ça, les magazines qui ne me donnaient pas l'heure avant Koh-Lanta, qui subitement se mettent à faire des gros titres du genre Lucie de Koh-Lanta, ensanglantée, méconnaissable, défigurée, ça faisait les titres. Par contre, quand je gagne à Bercy, personne n'en parle. Alors oui, par contre, quand je suis défigurée, là, ça fait des gros titres. Ça m'a dégoûtée. Et imagine-toi le soir quand je rentre. Donc j'ai énormément j'ai une poche de sang dans l'œil, en fait, hein, parce que mon plancher orbital était pas fracturé, on n'est pas passé loin d'ailleurs, mais il était traumatisé parce que j'ai eu des fourmillements dans la moitié du visage pendant à peu près 1 mois et demi. J'étais inquiète, hein, je te dis franchement, j'étais inquiète. Ouais, je te crois. Et la nuit qui a suivi, je t'explique, j'avais des petites plaies là. Le sang s'évacuait par les plaies, donc j'ai passé ma nuit à éponger mon visage plein de sang. Dans ces moments-là, effectivement, tu te demandes pourquoi tu t'infliges autant de violence. Franchement, la vérité, tu remets beaucoup de choses en question et tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais comme ce n'est pas dans ma nature d'accepter l'échec, ce n'est pas dans ma nature de... Je suis pas une fille qui se résigne. La persévérance, c'est mon deuxième prénom, en fait, tu vois. Et voilà, tu gagnes pas face à quelqu'un qui n'abandonne pas, quoi. Ça, c'est mon mantra. Donc, à partir de là, j'ai fait non. Je m'arrête pas sur un truc pareil, c'est hors de question, je vaux bien mieux que ça. Et donc voilà, donc j'ai entrepris une reconquête de moi-même et de ma confiance en moi. Ça a été très difficile. Je peux te dire que le camp suivant, il a été très très difficile, vraiment. Parce que j'avais des peurs qui étaient très profondes et très ancrées à l'intérieur de moi. Donc il a fallu dépasser ça, et je crois que le plus dur, ça a été vraiment de dépasser ces peurs. Ouais, t'as surmonté des belles choses, T'as surmonté quelque chose de costaud. Bah ouais, et puis en plus, juste avant moi, à Bercy, j'ai 2 gars qui se prennent des KO d'une violence inouïe. Donc au moment où c'est mon tour d'entrer dans la cage, autant te dire que je me décompose, quoi. Je me dis, oh là là, j'ai eu peur de refaire la même chose, tu vois. Mais voilà, et au final, ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte que je m'étais monté la tête et qu'au final, la fille n'était pas plus dure que ça. Mais c'est juste moi qui me suis monté la tête, et j'ai eu tellement peur ce jour-là, je te jure. Et du coup, j'étais pas à 100%, je trouvais, j'étais vachement dans la retenue. Je me connais, je sais que je suis capable de bien mieux, mais j'avais tellement peur du coup dur que j'ai été dans la retenue, tu vois. Donc voilà, donc ça a été un combat très dur, ouais, pour répondre à tes questions. D'accord. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, on peut le dire avec vraiment, t'es dans une grande organisation, là-dessus, il n'y a rien à dire. Tu vas faire ton 4e combat au Bellator, donc après une victoire à domicile. Maintenant, 3e. Non, 3e. Je me suis démerdé à inventer un combat. Je me sens mal. Excuse-moi. Mais j'ai fait que 2 combats au Bellator. Ah, je suis désolé. Je m'excuse, je me suis emmêlé les pinceaux. Ça arrive. Ouais, désolé. En tout cas, maintenant, tu es dans une dynamique positive. Est-ce que ton avenir dans la MMA Pro, il dépend du résultat direct de ton prochain combat? Ah oui. En fait, part du principe qu'au Bellator, alors je ne sais pas si c'est comme ça à l'UFC, je pense qu'il y a quand même une marge de tolérance, mais il faut savoir qu'au Bellator, à partir du moment où tu perds, ils ne te doivent plus rien. C'est-à-dire que tant que tu gagnes tes combats sur le contrat, admettons, moi j'ai signé pour 4, eh bien, ils me doivent 4 combats. À partir du moment où tu perds, ils ne te doivent rien. C'est-à-dire qu'ils te font combattre s'ils ont envie de te faire combattre. Donc en fait, part du principe que chaque combat peut être le dernier, en fait. Mais au Bellator. Ouais, quand tu dis le dernier, c'est au Bellator. Oui, après tu peux très bien aller au PFL, te reconvertir, c'est pas un problème, ça. D'accord. Mais oui, ça peut être le dernier. Moi, écoute, c'est comme ça que je décide de voir les choses. Je pars du principe que ça peut être le dernier à chaque fois. D'accord. Et je prends le meilleur de ce qu'il y a à prendre, tu vois. Je me conditionne mon esprit. Je me dis, ok, option A, je gagne, ça continue, l'aventure continue, je vais voir jusqu'où je peux aller. Option B, je perds. Potentiellement, ça s'arrête avec le Bellator. Soit il y a des perspectives dans une autre organisation qui me valoriserait au même titre, avec les mêmes payes, parce que dorénavant, je peux plus combattre pour rien, c'est plus possible. Ouais, je comprends.
je peux plus redescendre en standard et en gamme, c'est plus possible. Euh, Aussi par rapport à mon âge, hein, tu vois, il y a un moment donné, Bien sûr. j'ai plus envie de prendre des risques pour rien. Mais, et s'il n'y a pas de perspective intéressante, ben, peut-être que ça peut aussi sonner le glas de ma carrière, tu vois. On est sur les derniers mètres, hein, clairement, Mm. tu vois. Maintenant, j'ai envie de vivre les derniers mètres pleinement, à fond, et de kiffer ce qu'il y a à kiffer, de pleurer ce qu'il y a à pleurer. Enfin, voilà. Je veux vivre les choses pleinement, en fait, tout simplement. Ok. Et là, Dans la joie comme dans la tristesse, peu importe, faut Ouais. tout vivre à fond. ok, je comprends. Et là, la prochaine adversaire, donc elle vient du Muay Thai kickboxing, elle a été championne du monde. Elle a un background en judo, j'ai vu ça aussi. Elle a un background en judo, tu Mm. m'en apprends une bonne, là. Ouais, j'ai vu qu'elle avait un petit background. anglaise. Bah, elle a un titre de championne du monde de kickboxing. Oui, kickboxing. Ouais. Elle a fait championne en boxe. C'est Ouais. une fille qui était en boxe anglaise amateur en même temps que moi. En fait, on était sur les mêmes circuits. Tu l'as jamais rencontrée avant, alors, en boxe? Non, parce que on s'est croisés. D'accord. On s'est croisés d'une année à l'autre. On a fait les mêmes tournois, mais on s'est croisés, quoi. Ah. On s'est jamais rencontrés. Et je suis même pas sûr qu'on était dans la même catégorie à l'époque. Ok. Parce qu'elle, elle a toujours été à 57, je pense, alors que moi, j'étais dans les catégories plus hautes à l'époque. D'accord. Et tu t'attends à quoi de sa part, Sabri Sengoul? Tu t'attends à quoi de sa part? Ouais. Du striking pur? Ah, c'est clairement une fille qui va me donner du fil à retordre en striking. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En plus, c'est une fille hargneuse qui est très technique. Tant mieux que ce soit technique parce que ça fera un très beau combat. Maintenant, c'est pas une fille qui va me permettre de briller avec mon striking, tu vois. Donc, va falloir avoir un plan, quoi. Mais ça je le garde pour moi. Ouais. Mais voilà. Ok. D'accord. Mais je m'attends, je m'attends à du répondant et c'est probablement l'un des combats les plus difficiles que je vais avoir. Là. D'accord. Tu sais, je me posais une question. Ça, je passe un petit peu, pas du coq à l'âne totalement, mais un petit peu quand même. Quand je fais un peu le bilan de tout ce que tu as touché, de tout ce que tu as fait, à l'exposition sportive relativement tôt, les débuts en MMA, Koh-Lanta, le Bellator Paris, enfin, tu sais, plein de choses, le bouquin et tout. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur du jour où tout ça, ça va s'arrêter? Bon, ça va pas s'arrêter. Je vais toujours trouver des projets fous. Enfin, Ouais. en fait, si tu veux, ça fait tellement d'années que je fais ça, je me réinvente constamment, en fait. Donc, je vais toujours trouver quelque chose qui me fait kiffer, tu vois. Et tu sais, le journalisme, c'est quelque chose qui me fait kiffer énormément. Donc, de toute façon, je sais que le combat me manquera un jour. Le combat me manquera parce que j'ai vécu comme ça toute ma vie. C'est-à-dire que depuis que j'ai 15 ans, je combats. Donc, ne plus combattre, il y aura clairement un vide dans ma vie. Maintenant, il y a peut-être un moment où il faudra que je fasse peut-être un bébé, tu vois. Et ça va meubler pas mal mon quotidien, je pense. C'est vrai. Donc, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que le jour où j'arrête, pour pas tomber en dépression, je fais un bébé comme ça. Ça focalise mon attention sur un autre projet. Tu vois, je te parle de ça parce que la dernière fois, j'écoutais une interview où tu avais dit une phrase qui m'a un petit peu interpellé. C'était prendre ma retraite et embrasser ma vie de femme. Ouais. Tu as parlé de ça en parlant de t'accomplir à un autre niveau. Du coup, tu faisais allusion à ça, tu faisais allusion à construire une famille. Faut que tu saches que moi, devenir maman, c'est un truc qui me fait encore plus peur que de rentrer dans une cage, en fait. Voilà, pour moi, c'est sauter d'une falaise d'avoir un bébé parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai l'impression que c'est un engagement éternel et ça l'est en plus. Ça l'est. Donc c'est quelque chose qui me fait peur en réalité, mais que j'ai envie de réaliser parce que je crois que c'est dans notre nature en fait, c'est dans notre ADN, on est aussi fait pour ça et si tu le fais pas, je crois que tu manques une partie de ta vie en fait. Je crois, c'est une croyance que j'ai, j'en sais rien en vrai. Je sais que Laetitia Blo traverse la même phase de sa vie. Elle a posé la question de savoir si elle veut arrêter sa carrière pour construire sa vie de femme. Écoute, moi je me laisse aller pour le moment. J'ai encore des choses à faire en MMA, sinon je n'aurais pas autant d'opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc pour l'instant, je suis sur mon petit bateau. Voilà. Et puis on va voir où ça me mène. D'accord. On verra. Chaque chose arrive en son temps. Je crois au timing de la vie et les choses arrivent toujours au bon timing. Donc ça va arriver, mais quand, je ne sais pas encore. D'accord. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Et j'ai trouvé justement, pour revenir juste vite fait là-dessus, la séquence avec Laetitia Blo, je trouve que c'était une des plus belles séquences de toutes les émissions que j'ai vues de ton émission. Voilà.
Je Ah trouvais ouais, que c'est vrai. c'était un super beau moment. Franchement, j'ai bien kiffé. J'aime bien ce genre de sujet, ce genre voilà, de Mais oui, discussion, mais tout parce que simplement. Intéressant. finalement, les combattants et les combattantes sont des êtres humains comme tout le monde, avec les mêmes problèmes que tout Mm. le monde. Et tu sais, pour les combattantes, c'est hyper difficile de construire une vie de famille. Moi, je me vois pas là tout de suite. Là, je suis en camp d'entraînement, je douille tellement pour Mm. le poids, ça me met dans des états pas possibles. Je me vois pas être capable d'assumer une famille dans cet état-là. Donc, ça veut dire que tu fais des choix qui sont très difficiles pour toi, quoi. Et, et parfois, on se sent en retard. Parfois, tu vois, oui, ça nourrit l'âme, le combat, mais parfois, le cœur, il est un peu meurtri de cette situation, tu Mm. vois. Et, c'est ce que traversent les Diablos, c'est ce que j'ai pu traverser à certains moments de ma vie, c'est ce que d'autres traversent aussi, tu vois. Mm. Là, j'ai trouvé l'équilibre personnel, mais c'est pas toujours simple, tu vois. Bien sûr. Ok. Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais d'un truc sur koh. Tu me disais que tu avais peut-être pas sous-estimé, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons, si j'emploie ce mot, tu me diras si c'est vrai ou pas, que tu avais peut-être sous-estimé les répercussions, tu vois, de participer à un tel jeu. Ouais, bah, Oh. tu vois, tu confirmes. J'imagine que c'est en charge mentale et en charge physique aussi. Est-ce que tu retournerais faire un jeu, un koh s'il t'appelait, pour refaire une édition? Ah non, mais moi, je refuse jamais de challenge. À partir du moment où c'est excitant, j'y vais, je fonce tête baissée, je réfléchis pas, en fait. Mais par contre, je suis avertie. Je sais exactement ce qui m'attend. Là, typiquement, moi, koh faut quand même remarquer qu'une semaine avant l'aventure, j'étais à Bercy en train de combattre, tu vois. Donc, j'étais déjà épuisée par mon weight cutting et mon camp d'entraînement et ma performance. Et il a fallu que je retourne m'affamer sur cette île avec des Ouais, gens qui n'étaient pas toujours sympas, c'est vrai. avec des équipes de production qui nous torturaient psychologiquement. Enfin, non, c'était dur, franchement. Donc, clairement, si je refaisais l'aventure, je ne calerais pas de combat juste avant. Tu vois, bon, je l'ai fait une fois, je sais que je suis capable de le faire. J'ai été loin d'ailleurs, mais je le referai pas parce que j'avais pas de réserve énergétique en fait. Tu Je vois, comprends. j'avais pas de gras, j'avais rien, j'avais pas de stock. Quoi, tu Ok. vois, et on était léthargique. Le moindre footing, mais c'était dur, je te jure. Ok. Donc, D'accord. ouais, et puis moralement, après, tu sais, quand t'es combattant, t'es habitué à être dans le dur. Donc, tu vois, enfin, c'est pas un problème de traverser une aventure seule dans le dur. Enfin, je sais faire ça. Ça, c'est l'histoire de toute ma vie. Mais finalement, ce qui a été le plus dur, c'est les injustices, le rejet des autres, le tribunal public, tu vois, enfin, tous les gens qui te jugent en masse, alors qu'ils ne voient pas un dixième de ce qui se passe vraiment sur l'île, tu vois, enfin, tout ça, ça a été un peu dur, quoi. Finalement, la charge mentale, elle prend le dessus presque plus sur la charge physique, Ouais. quoi. T'es en train de me dire. Ouais, mais attends, tu sais que quand tu fais le casting de koh, tu rencontres des psychologues, ils savent absolument tout de toi, ils connaissent absolument toutes tes névroses, toutes tes fragilités, Ah ouais. toutes tes sensibilités, ils savent tout, ils savent exactement où appuyer pour t'activer. Et moi, j'ai bien compris qu'on avait fait en sorte de m'activer au max. D'accord. Voilà, et c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré dans cette aventure, parce qu'on m'a activé au max, parce qu'on appuyait sur les boutons pour me faire réagir, Sauf que bon, ben, les réactions qui étaient voulues et attendues n'étaient pas celles qu'il voulait. Et j'ai pris sur moi jusqu'au jour où j'ai pas pu prendre sur moi, quoi. Et là, ça a explosé. Mais voilà, c'était pas simple. C'était pas simple. En plus, moi, ils m'ont fait arriver avec une semaine de retard dans l'aventure, donc Ouais. j'avais vraiment un handicap par rapport aux autres. Ouais, faut se fondre au dans niveau- un moule qui est déjà existant et tout, c'est compliqué, ouais. C'était chaud parce qu'en une semaine, il se passe tellement de choses. Ils avaient déjà partagé énormément d'émotions fortes. Ils étaient déjà ultra connectés. Il y avait des affinités extrêmement profondes. Et moi, j'arrive là comme un cheveu dans la soupe pour survivre dans un univers social où je n'étais pas à la bienvenue. Excuse-moi, ça a été chaud. Ouais, Il j'avoue. a fallu que je sois très maligne pour réussir à passer entre les mailles du filet. D'accord. Ah, c'est intéressant les petits à côté comme ça. C'est bien, c'est bien. Ah, bah, Tu sais, je voudrais juste te poser 2 ou 3 questions sur ton travail de journaliste, commentatrice. Quand tu es dans un registre comme ça de journaliste, présentatrice ou commentatrice, est-ce qu'il y a des moments à l'antenne où tu n'es pas en phase avec toi-même, tu vois, par rapport aux collègues, par rapport au sujet évoqué, par rapport à la situation? Quand ça t'arrive, comment est-ce que tu gères ça? Donne-moi un exemple. Parce qu'en général, ça se passe plutôt bien. Éthiquement, J'exprime mon avec point un de collègue, tu vue. peux pas être d'accord. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas d'exemple comme ça. Mais Alors, ouais. j'évite au maximum d'émettre un quelconque jugement, au maximum.
Si ça m'arrive, c'est très rare, mais si ça m'arrive, c'est que vraiment je suis outré par la situation. Vraiment, quand j'en arrive à prendre position, c'est que je suis outré et scandalisé par ce qui se passe. Voilà. Mais j'essaye quand même de rester neutre à chaque fois. Hein. Je me retiens, j'ai beaucoup de points de vue personnels, mais j'essaye de rester le plus possible neutre pour pas qu'on vienne me reprocher des prises de position, etc. Mais bon, après, tu connais le milieu, hein. Tu fais jamais l'unanimité. Non, c'est pas possible, c'est sûr. Et du coup, Non. si je devais te demander, ce serait quel le pire moment que tu as vécu en direct? J'ai pas vécu de pire moment en direct. Non, j'ai pas vécu de pire moment. J'ai pas de souvenirs comme ça. Bah, c'est bien, tant mieux. C'est bien, c'est bien. Et en plus de tous ces rôles, tu vois, après ta carrière de combattante, quel est le côté du MMA que tu souhaiterais explorer? Tu veux dire professionnellement? Ouais. Écoute, j'ai l'impression d'avoir exploré pas mal de choses. C'est ça. Il y en a plein qui me disent tout le temps, parce que j'aime bien mettre en relation les gens, en fait. Donc, il y en a plein qui me disent « Ah, tu devrais trop être manager. Moi, si t'es manager, demain, je te prends direct et tout. » Mais c'est particulier d'être manager, tu vois. Enfin, c'est un métier à part entière, et puis il faut avoir une certaine patience, et puis il faut faut parfois être un peu démago, etc. Bon, bref, moi, j'ai pas envie de faire de compromis avec mes valeurs. J'ai pas envie... D'accord. Enfin, voilà, donc voilà, je rends des services. Si demain on me demande de jouer un rôle dans une organisation, dans l'événementiel, ça je le ferai avec plaisir, par exemple. C'est quelque chose qui m'éclaterait. Tu vois, je l'ai pas encore fait, c'est quelque chose qui pourrait m'éclater, d'avoir un rôle clé dans l'organisation d'un événement. Ok. Mais rester dans le... Bon, à un moment donné, tu peux pas tout faire non plus, tu vois. Non, c'est pour ça que je te disais, après ta carrière de combattante, tu vois, passer un moment où tu auras un peu plus de temps, j'imagine. Mais c'est clair que tu as l'air de me dire que tu veux quand même rester autour de la télé, autour du journalisme. C'est ça, quoi. Oui, moi j'aime la création, j'aime la réalisation, j'aime... Voilà, ce que tu fais là, j'adore ça. Faire des interviews, monter, réaliser, faire de l'image, raconter des belles histoires. Ça me fait kiffer, tu vois. Donc effectivement, je vais plutôt partir là-dessus. Et puis après, je sais que j'ai des potes qui n'arrêtent pas de me demander si j'aimerais pas monter un club avec eux en Ile-de-France. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, à voir. Mais aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment le journalisme au niveau professionnel. D'accord, ok, c'est cool. C'est cool. Alors, avant de te laisser, j'ai juste un petit moment de détente, tu vois, des questions un petit peu plus détentes. Mais d'abord, je voudrais commencer ça, que tu me racontes une anecdote. Non. Que tu me racontes une anecdote. Une anecdote ? Ouais. Une anecdote de MMA, de journalisme ? Ouais, de journalisme ou de MMA, un moment off, amusant, un truc rigolo qui t'est arrivé, ou au contraire, pas rigolo que t'as réussi à gérer, tu vois, n'importe petit truc, hein. Non, mais j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Mais je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est le premier Bercy que j'ai fait avec le Bellator. Tu sais, ça a été une période très compliquée avec le Covid, etc. Quand je débarque à l'hôtel à côté de l'Accor Arena, il se trouve que mes coachs sont tous les deux contaminés à la Covid. Donc je me retrouve sans coach et ils estimaient que parce que je m'étais entraîné avec eux, j'étais considéré comme cas contact. Sauf que moi, j'étais sûr à 100% que je n'étais pas contaminée, j'avais aucun symptôme. Et je sais pas, je le sentais, quoi. Je sentais que j'étais pas. Et donc au début, ils ont voulu me faire sauter de la carte et j'ai dû me battre pour qu'on me laisse une chance. Et donc pendant une semaine, ils m'ont confiné. J'ai eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils m'ont fait faire des tests tous les jours. Il n'y a pas un jour où on me disait pas, Lucie, attention. Si tu as un test positif, tu sautes. Donc tous les jours, j'étais seule dans ma chambre, je n'avais le droit d'approcher personne, donc je devais me débrouiller pour perdre mon poids. Dans ma chambre, etc. toute seule. J'étais un peu comme en prison, on venait livrer mon plateau repas. Ouais, non, c'était une vraie galère, franchement. Et finalement, je réussis à passer tous les tests, mais je n'avais toujours pas résolu la question du coach. Je n'avais pas de coach. Et là, incroyable ce qui se passe. Je reçois un message de John Kavanagh, donc le coach de McGregor, qui me dit « Lucie, je suis à Paris, je viens d'apprendre que tu n'avais pas de coach. Si tu veux, je peux t'aider. » Franchement, il est comme tombé du ciel, le gars. J'ai failli lui dire « Épouse-moi. » Épouse-moi. Magnifique. Là, franchement. Ah ouais, non, c'était trop beau. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve avec John Kavanagh dans mon coin.
de lui-même. Il me propose alors qu'il ne me connaît pas. Il ne m'a même pas demandé 1 € sur ma prime, que dalle. Juste, Incroyable. il était venu à la rescousse. Et ça a été un super coach, hein. Il y a eu plein de blagues, tout pour me détendre, vraiment. Et tu sais, quand tu as Kavanagh dans ton coin, tu n'as qu'une envie, c'est de le rendre fier, quoi, de honorer sa présence, en fait. Il se Et je passe me un dis, truc, ouais. tu te dis, avec un coach comme ça, là, je suis obligé de le rendre fier, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait, pour moi, en tout cas, à mon sens, le meilleur combat de ma vie ce jour-là. Et donc, ce qui est drôle, enfin, ou pas, c'est que donc, ça, c'est ce qui m'est arrivé à Bercy. Je m'envole pour Koh Lanta 1 semaine après. Et là, j'arrive là-bas à Tahiti et on me dit que j'ai voyagé à côté de quelqu'un qui avait le Covid encore une fois et que je suis de nouveau considérée comme cas contact et qu'on veut de nouveau m'éjecter de l'aventure. Ok. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Truc de fou. Et donc, de nouveau, j'ai dû me battre avec la production pour qu'on m'intègre à l'aventure. Je me suis vraiment battue comme une lionne pour gagner ce spot. Et j'ai finalement eu gain de cause et ils m'ont intégré avec 1 semaine de retard dans l'aventure. Mais franchement, tout était parti pour que je saute. Et finalement, ils m'ont redonné ma chance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais jusqu'en finale et je vais jusqu'au poteau. Donc, tout ça pour dire que moi, on m'a jamais rien donné facilement. Ça, c'est vraiment l'histoire de toute ma vie. C'est un truc de fou, Donc, ton histoire, tu là. vois, il y a plein de gens qui se disent, oh, la chance aussi. Non, non, pas du tout, les gars. Si vous saviez les montagnes que j'ai à soulever à chaque fois, c'est juste que je communique pas dessus, en fait. Mais c'est toujours des Là, tu histoires vois. de dingue. Mais ça me rend fier. Ça me rend fier parce qu'à chaque fois, je pars toujours avec des handicaps et je finis toujours par m'en sortir. Et ça m'a donné confiance en la vie. Je sais que j'ai de la ressource, peu importe la difficulté. Voilà, donc c'est ma valeur refuge. Et aujourd'hui, quand c'est difficile, je me dis, ok, Lucie, tu as toujours réussi à t'en sortir. Tu vas encore t'en sortir. Voilà. Wow. Oh, l'anecdote, vraiment, elle est incroyable. Franchement, c'est 2 anecdotes en une avec le. T'imagines, c'est 2 moments de ta vie qui auraient pu Mais sauter c'est ça. sur la décision de quelqu'un d'autre, en fait. Et t'as fait Non, tout mais c'est pour que. incroyable qu'en l'espace de 2 semaines, on me Ça. fasse 2 fois la même chose. Ouais, Quoi. j'avoue. Enfin, en 2 semaines, on a voulu m'enlever mon rêve Ouais, de la c'est ça. bouche 2 C'est fois. Et si je me bats pas, si je me laisse faire, en fait, on m'enlève mon rêve, en Exactement. fait. Tu vois. Et plein de gens m'ont dit, ah, mais tu sais, Lucie, moi, j'aurais jamais pensé à me battre comme tu t'es battue. À Koh Lanta, ils m'ont dit, mais tu sais, moi, si on m'avait dit ça, j'aurais pas cherché plus loin. Non, mais moi, hors de question. Mais je suis partie au combat. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas fait ces 24 heures de vol pour rester dans un resort. Vous allez vous débrouiller. Mais je vais intégrer cette aventure. Je vous explique, je vais aller en finale, je vais aller sur les poteaux. Écoutez-moi bien, je vais aller sur les poteaux. Mais pour ça, pour le voir, il faut que vous me mettiez dans cette aventure. Et moi-même, en disant ça, je me demandais comment même j'allais réussir à faire ça. J'étais là, mais Lucie, tu es en train de dire des choses là. Comment même tu vas réussir à honorer ta parole? Et finalement, je réussis à le faire. Tu vois, le fait de prendre à témoin les gens publiquement, de le dire à haute voix, bah, c'est bête, mais c'est une mission, après. C'est une mission et il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Je ne saurais pas t'expliquer, quoi. C'est presque métaphysique. C'est que, je sais pas, les choses arrivent. Ouais. Les choses arrivent, mais pour qu'elles arrivent, faut se battre et faut passer à l'action, quoi. Eh ben, tu vois, l'anecdote, elle est incroyable. Vraiment bien joué, c'est incroyable. Super. Voilà, petit moment Google. Tu vois, quand j'ai tapé, ça je le fais à tous les invités depuis pas longtemps. Quand je tape ton nom dans Google, les 3 premiers mots qui sont tombés, c'est Koh Lanta, compagnon et en couple. Est-ce que ces mots-clés t'inspirent? J'ai remarqué ça, remarqué. Est-ce que ça t'inspire? Ma vie sentimentale intrigue, mais je suis très discrète. En fait, moi, je veux protéger ce qui est important, en fait. Donc, je parle pas de ma vie privée parce que je veux la protéger, en fait, tout simplement. Et bon, Koh Lanta, bon, je crois que là, tu m'as fait un beau débrief. Ouais, compagnon en couple, ouais, bah ouais, t'as raison, c'est ton secret et ça t'appartient. Il faut avoir. Koh Lanta, c'est un gros référencement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans ma carrière pendant un temps. Donc oui, les recherches, c'est ça, parce que les gens parfois connaissent mon prénom mais pas mon nom. Et voilà, et après, bah, ma vie sentimentale, oui, les gens sont intrigués, visiblement. Bon, bah écoute, continuez d'être intrigués, je ne parlerai pas. Moi-même, j'étais étonné parce que c'est compagnon, en couple, après, il y a écrit célibataire, enfin, ça continue, quoi, tu vois. Je me suis arrêté à 3, mais ça continue, en vrai. Donc, je trouvais ça drôle, donc je me suis dit, ah, je vais lui proposer quand même. Quelle est ta musique du moment? Ma musique du moment. Alors, tu sais, moi, je suis un peu comme Michael Lebou quand je suis en période de prépa de combat. J'écoute des musiques un peu épiques parce que j'ai besoin de ça. Ça me donne de la force. Donc, je te dirais que l'humeur en ce moment est à la musique épique, les bonnes musiques de films qui te donnent de la force. Les Gladiators et tout. Ouais, enfin, clairement. Mais c'est pour te donner de la force. Après, dès que le combat va être passé, je vais repartir sur des bonnes bases de reggaeton et de Daddy Yankee. Yes, et voilà.
Ok. Et quel est ton film ou ta série du moment? Oh, ça, c'est très aléatoire. Mais moi, j'ai un film of all time, c'est Interstellar, quoi. Ça, Ok. c'est mon film. Ça, c'est mon film, quoi. Ok. Mais après, la série du moment, enfin, tu vois, ma cam, moi, c'est la science-fiction, genre Black Mirror, ce genre de choses, Ok. tu vois. Ok. Bon, d'ailleurs, je suis dégoûté qu'ils aient jamais relancé des épisodes. Je comprends pas pourquoi ils se sont arrêtés, mais bon. Ah, Dark aussi. Oh, la série Dark, quelle C'est le tuerie. truc allemand, ça? Mais tu vois, elles datent. Ce sont des séries qui datent. Mais voilà, ce sont mes séries, ça. Voilà. Ok. Black Mirror, j'ai vu un épisode bizarre dans un musée. Un mec qui se fait transformer en peluche, je crois, un truc comme ça. C'est un épisode en 3 parties. Il y a trois histoires bien distinctes. Alors, tous les très épisodes bizarres. ne sont pas bien. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont géniaux. Mais ouais, c'est décalé, c'est hyper décalé. Moi, j'adore. Ça fait un peu flipper. J'adore. Moi, tout ce qui est science-fiction, j'adore. Ok, d'accord. Et quel est ton livre de chevet? J'ai pas un livre de chevet, mais il y en a un qui m'a énormément marqué. C'est le livre Homo sapiens de Yuval Harari. Je t'explique. C'est un bloc épais comme ça. Mais quand tu le finis. Alors au début, je l'ai commencé en livre et après, je l'ai fait en audible parce que je faisais beaucoup de routes. Donc je gagnais du temps comme ça. Mais quand tu finis ce livre, t'as l'impression d'avoir fait du chemin dans ta compréhension du monde. Parce que c'est un livre qui te parle à la fois de l'histoire de l'humanité, d'anthropologie, de philosophie. Enfin, tous les sujets sont abordés. De la quête du bonheur à la migration de l'homme. Enfin, c'est une tuerie absolue, ce livre. Je n'ai jamais retrouvé un livre qui nourrisse autant mon esprit que celui-ci. Voilà. Donc du coup, quand tu ouvres un bouquin, tu t'ennuies presque maintenant. Eh ben ouais, franchement, ouais. J'ai jamais plus retrouvé un livre qui Aussi me stimulant. parlait autant, qui me stimulait autant. Ça. C'est-à-dire que ce livre, quand je l'ai fermé, j'étais là, mais waouh, la claque que je viens de me prendre. Genre, j'avais vraiment l'impression d'avoir compris un peu plus le monde dans lequel je vivais, quoi. Ok. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Il me semble que c'est un livre aussi qui relate tout et qui défie toute loi, tout ce qui a été mis sur la table. En fait, c'est un livre qui vient tout traiter tous les sujets du monde, quoi. Complètement. Et en fait, c'est incroyable. Je me demande le temps que ça lui a pris pour écrire ce livre. Il remet tout en perspective et il est vraiment dénué d'orientation, que ce soit politique, dogmatique. Enfin, voilà, tu prends les faits et tu les mets tous ensemble et ça te questionne sur ta vie, c'est incroyable. Incroyable, ce livre. Ah bah c'est cool, tu vois, je vais peut-être me faire pareil, peut-être pas en bouquin, mais peut-être en audio, ça serait peut-être plus facile. Pour les gens qui font de la route, c'est un bon compromis, je trouve. Ouais. Mais au début, ça demande un peu de concentration. Ça fait un peu livre d'histoire au début, tu vois. Mais plus tu évolues plus tu avances, plus il est intéressant, ce livre. Non, c'est un game changer au niveau de ta réflexion sur le monde. Tu as une autre grille de lecture du monde une fois que tu l'as fermé. D'accord, je comprends. Ah bah c'est intéressant, ça donne envie en tout cas, c'est cool. Et bah voilà, est-ce que tu as un dernier mot avant les dédicaces? Non, bah merci à toi pour ton intérêt, ton soutien, et puis bah écoute, on va voir ce qui va se passer le 25 février. Yes. Franchement, je vais tout donner, on verra ce qui se passe. Je t'avoue que j'ai un peu peur, mais d'un autre côté, je me dis, bon allez Lucie, tu vas trouver une solution, comme d'hab. Et surtout, j'aimerais bien être à Bercy le 12 mai. J'aimerais bien. Mais c'est bien quand la peur fait avancer, donc c'est cool, c'est positif dans un certain sens. Ah, mais la peur, c'est ton meilleur ami, la peur. La peur, c'est ce qui te met en alerte. Si t'as pas peur, t'es trop laxiste en combat. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. J'entends, c'est cool, c'est très intéressant. Et ben voilà, est-ce que t'as des dédicaces? Non, dédicace juste à ceux qui me supportent pendant mes camps. Grand respect à eux, particulièrement mes coachs. Ils méritent la Légion d'honneur. Franchement, j'essaye d'épargner un maximum mon entourage, mais là j'avoue que malheureusement mes coachs, ils ont une patience. Ce sont de grands hommes, de très grands hommes. Yes. Et ben dédicace à eux. Dédicace à eux. Et ben voilà, MMA Club c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, abonnez-vous. Ne ratez pas le combat de Lucie le 25 février au Bellator 291 à Dublin. On se retrouve très vite et moi, comme d'hab, je vous fais des gros. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin? Non, tu sais pas. On fait des gros. Bisous. Des gros bisous.